Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 juillet 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Bon retour parmi nous, Paul. Merci, Nima. Paul, laissez-moi commencer par ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, disons, ou ces 72 dernières heures. Il y a eu une attaque yéménite contre Aramco, l'une des principales installations pétrolières d'Arabie Saoudite, qui a provoqué une sorte d'immense incendie dans cette zone. Et ils ont atteint leur cible. Ils ont dit que des dizaines de missiles avaient été utilisés dans cette opération. Juste avant cette émission en direct, aujourd'hui, de nouvelles images sont sorties, montrant que tout est toujours en feu en Arabie Saoudite, à Aramco. Et nous pensions que c'était à cause de l'attaque yéménite contre l'Arabie Saoudite. Il y a quelques instants à peine, l'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle estimait avoir subi une nouvelle attaque de drones. Et l'Arabie Saoudite en a accusé le groupe de résistance en Irak. Ils les ont attaqués. Et en ce moment même, comme vous le voyez sur ces images, certaines parties d'Aramco sont, d'une manière ou d'une autre, en feu. C'est une méga raffinerie en Arabie Saoudite, Paul. C'est extrêmement important pour eux. Et la combinaison de ce qui se passe à Aramco et du blocus que les Yéménites imposent à leur port exerce beaucoup de pression, une pression énorme sur l'Arabie Saoudite. Alors, Paul, comment analysez-vous la combinaison de ces deux éléments, le détroit d'Ormuz et la mer Rouge en ce moment, ainsi que la manière dont le Yémen est entré dans la guerre et a imposé ce blocus à l'Arabie Saoudite? Eh bien, tout d'abord, je dirais que cela montre le succès, sur de nombreuses années, des Américains et des Israéliens à faire combattre les Arabes entre eux. Les Arabes n'ont donc pas reconnu leur véritable ennemi, qui est Israël, et se battent plutôt les uns contre les autres. C'est donc la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que l'Arabie saoudite a en quelque sorte commis une erreur fondamentale. Il y a désormais au Moyen-Orient des forces qui s'opposent à la domination israélo-américaine, et cela vient du succès de la résistance iranienne. Les Houthis ont ainsi montré qu'ils formaient une organisation déterminée et capable. Le Hezbollah a montré la même chose, malgré les nombreux assassinats israéliens visant ses dirigeants. Et ce sont deux éléments qui en réalité s'opposent. Donc, de ce dont je me souviens le mieux, Nima, l'attaque des Houthis était une réponse à une attaque saoudienne. Et c'était ridicule pour les Saoudiens de se laisser entraîner là-dedans. Parce que si l'Iran contrôle le détroit et peut donc arrêter les flux de pétrole, et si le pipeline saoudien qui passe par la mer Rouge est perturbé par les Houthis, alors plus aucun pétrole ne sort du Moyen-Orient. Il ne s'agit pas seulement du pétrole du Golfe Persique, mais aussi du pétrole saoudien. C'était donc une erreur stratégique de provoquer ce type d'attaque de la part des Houthis. Et je suis heureux de voir que les Houthis ont saisi l'occasion, parce que nous avons maintenant une situation où la pénurie de pétrole va être plus importante. La pression sur le reste du monde augmente donc. Et qui en paie le prix? Voyez-vous, c'est la guerre d'Israël. Nous en avons parlé. Israël a son mandataire américain qui combat l'Iran. Et l'Iran ne combat pas Israël, mais le mandataire d'Israël. Israël ne paie donc aucun prix. Mais qui paiera le coût de l'énergie, de la pénurie de pétrole? Le reste du monde. Donc c'est le monde entier qui va payer le prix de la guerre d'Israël. Eh bien, ce n'est pas une situation gagnante pour Israël et les Américains. Parce que lorsque le coût de l'énergie recommencera à augmenter, avec l'inflation qui l'accompagne, la perturbation des marchés financiers, peut-être un crash, peut-être même, comme l'a prédit Michael Hudson, une dépression.
C'est un coût énorme que le monde entier paye pour la guerre d'Israël. Et là, on voit l'arrogance, ou le prix de cette arrogance, qui s'est accumulé pendant des décennies chez les Américains et les Israéliens, qui ont pu commettre toutes sortes de crimes massifs, de guerre et d'actes criminels contre des civils, sans en subir les conséquences. Nous sommes peut-être en train de voir cela s'arrêter. À un moment donné, le monde va dire « Comment ça se fait qu'on n'a plus d'énergie à cause d'Israël ?» Il y a donc un certain espoir que le coût de la guerre israélienne, qui jusqu'ici n'est pas supporté par Israël, mais qui va l'être par tous les autres, provoque un changement dans le rapport de force contre les Israélo-Américains. C'est ainsi que je le vois. Paul, le nouveau sondage de Politico indique que 57% des Américains disent que le coût de la vie est pire que tout ce dont ils se souviennent. Est-ce important pour Donald Trump? Oui, c'est important pour Donald Trump. Trump a commis une erreur fondamentale. Il a laissé Netanyahou détruire sa présidence en le trompant pour l'entraîner dans une guerre avec l'Iran. Vous savez, tout au long de sa vie, Trump a dû s'entendre avec les Juifs, les cultiver. Il travaille dans l'immobilier à New York. Il a besoin de prêts, de financement. Ce sont toutes des activités financières. Il est utile d'être du bon côté des Juifs. Il a même marié sa fille à un Juif. Donc ses relations tout au long de sa vie avec les Juifs et le fait que ses plus importants soutiens financiers, des milliardaires et multimilliardaires, sont Juifs, ont fait de lui, plus ou moins, la marionnette d'Israël. C'est une relation qui s'est tout simplement formée naturellement au cours de sa vie, et il y est piégé. Et peut-être peut-on espérer que les frustrations que Trump ressent face au coût de ce conflit dans lequel Netanyahou l'a entraîné avec l'Iran le conduiront à cesser d'être la marionnette d'Israël. Cela pourrait se produire de plusieurs façons. Par exemple, nous avons évoqué dans de précédentes interviews un projet de loi devant le Congrès visant à intégrer les États-Unis et les Israéliens sur les plans militaires, politiques et économiques. Le Congrès appartient à Israël. Le Congrès américain est dans la poche d'Israël, encore plus que Trump. Eh bien, on m'a signalé hier que ni Trump ni son secrétaire à la guerre, Hegseth, ne font pression en faveur de cette loi. Ils n'ont rien dit sur son importance, ni sur le fait qu'il faut l'adopter. Ils ne s'y impliquent pas activement. Cela peut être une manière de se couvrir. Ils savent que le Congrès va l'adopter et n'ont donc pas besoin de la défendre. Ils gardent leur distance. Mais il est tout à fait possible que si elle est adoptée, et tout porte à croire qu'elle le sera, Trump y oppose son veto. Ce serait alors une rupture décisive avec Israël. Et cela mettrait aussi le Parti républicain face à ses responsabilités, lui qui est si disposé à brader la souveraineté américaine au profit d'Israël. Et cela pourrait éventuellement amorcer un détricotage de cette relation étroite dans laquelle Israël a entraîné les États-Unis au fil de nombreuses décennies. Ce genre de choses est peut-être improbable, mais tout dépend vraiment, je suppose, de la manière dont Trump gère sa frustration face à la situation dans laquelle il se trouve. Parce que, si j'ai bien compris, Nima, l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont cessé leurs attaques. Vous savez, ils ont attaqué nuit après nuit pendant plusieurs jours, puis ils se sont retirés. C'était plus de 10 jours, Paul. D'accord. Plus de 10 jours. D'accord. Mais, comme on me l'a expliqué, l'armée américaine a conclu que les attaques ne produisaient aucun résultat. Car l'idée derrière ces attaques était d'accumuler à l'intérieur de l'Iran des destructions de plus en plus importantes. Et qu'à mesure que ces destructions s'accumuleraient, il deviendrait difficile pour l'Iran de poursuivre le conflit
et la population souffrirait davantage et ferait davantage pression sur le gouvernement pour y mettre fin. Mais ça n'a pas marché parce que les Iraniens réparaient les dégâts pendant la nuit. Donc les dégâts ne s'accumulaient pas. Nous intervenions, nous utilisions toutes ces munitions et le lendemain, tout était de nouveau en place. C'est ainsi qu'on me l'a expliqué. L'armée américaine a donc conclu que c'était inefficace et que c'était du gaspillage de munitions, puis elle a arrêté. Eh bien, une conclusion évidente, c'est que, à l'heure actuelle, les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose pour punir l'Iran. Et l'autre aspect de l'explication qu'on m'a donnée, Nima, c'est que lorsque les Iraniens ont riposté à ces attaques, ils ont causé des dégâts importants aux bases américaines, aux radars et aux capacités de détection des attaques entrantes. Le Pentagone a donc conclu que ces attaques causaient bien plus de dégâts aux États-Unis qu'à l'Iran. Eh bien, dans une telle situation, que peut faire Trump? Il n'y a rien d'évident qu'il puisse faire à ce stade. Il est donc probablement content que les Iraniens n'aient pas de plan de guerre et ne poursuivent pas les attaques. Car les États-Unis et Israël seraient sans défense dans une situation impossible et seraient rapidement vaincus. Je pense donc qu'il est reconnaissant que les Iraniens ne poursuivent pas leur offensive et ne profitent pas de l'occasion pour détruire complètement toute présence américaine au Moyen-Orient et détruire Israël. Autrement dit, il est probablement plus en colère contre Netanyahou en ce moment que contre les dirigeants iraniens. Il va rencontrer Benjamin Netanyahou, si je ne me trompe pas, aujourd'hui ou demain. Il doit avoir une sorte de réunion avec lui. Nous n'en avions pas la confirmation. Mais écoutez, vous avez mentionné qu'il est en colère contre Benjamin Netanyahou et contre sa politique, contre ce qu'il considère comme une tentative de le pousser dans cette guerre. Mais en ce moment, tout tourne autour de Donald Trump, Paul. Tout dépend de la manière dont Donald Trump voit le conflit. Je ne pense pas que Benjamin ait tant d'importance que ça, puisqu'ils ne font pas partie de la guerre, comme vous l'avez dit. Ils ne combattent personne en ce moment. Ils restent essentiellement en retrait et regardent les États-Unis et l'Iran se frapper mutuellement. Et ces pays du CCG sont en feu, comme vous l'avez mentionné. Il n'existe pas de système de défense aérienne viable. Avec les récentes attaques dans les pays du CCG, on ne voit pas les systèmes de défense aérienne opposer une grande difficulté aux missiles iraniens. C'est l'un des problèmes majeurs aujourd'hui. Comme vous le voyez, avec 10 ou 12 missiles tirés du Yémen vers l'Arabie saoudite, ils peuvent facilement atteindre les cibles d'Aramco. Cela signifie que même l'Arabie saoudite, qui ne faisait pas partie du récent conflit ni des récentes cibles de l'Iran, ne dispose pas d'un système de défense aérienne capable d'intercepter des missiles venant du Yémen et non des missiles venant d'Iran. Imaginez simplement la différence. Et quelle est votre lecture de Donald Trump aujourd'hui? Quelle serait, de sa part, la décision la plus sage si vous faisiez partie des personnes qui lui parlent ou vous savez qui l'aident? Eh bien, je pense que l'ego de Trump suffit à ce qu'il soit très offensé par ce dans quoi Netanyahou l'a entraîné. Mais, d'un autre côté, Trump fait face à ce qui pourrait être des élections de mi-mandat difficiles. Car si les républicains perdent le contrôle de la Chambre des représentants, du Sénat ou des deux, il serait vulnérable. Sa présidence serait terminée. Parce que si les démocrates contrôlent la Chambre et le Sénat, ils le harcèleraient sans cesse. Il a donc besoin de ses soutiens juifs multimilliardaires. Il ne peut pas les aliéner, car dans des scrutins difficiles, il aura besoin de la presse israélo-américaine. Il aura besoin des centaines de millions de dollars de ces milliardaires juifs. Il est donc dans une situation très difficile et frustrante.
a very difficult, frustrating situation. This is what, I was trying to bring out, his frustration. C'est ce que j'essayais de faire ressortir. Sa frustration doit monter parce qu'il est piégé et il n'y a pas d'issue évidente. Ses militaires lui disent que l'option de la force ne marche pas, donc ce n'est pas une issue. Et l'issue, ce serait de passer un savon à Israël. Mais il ne peut pas le faire sans perdre le pouvoir de l'argent juif dans les élections américaines et le pouvoir des médias juifs dans les élections américaines. Vous savez, les juifs israéliens ou sionistes sont très présents dans les médias et dans le divertissement. Ils influencent la façon dont les gens voient les choses et pensent. Donc, il ne peut pas vraiment survivre non plus s'il les a contre lui. Il est donc difficile de voir ce qu'il peut faire. Je soupçonne que ce qu'il va essayer de dire à Netanyahou, c'est « Écoute, tu m'as mis dans une situation délicate. La seule façon pour moi de m'en sortir, c'est que vous leviez le pied, que vous retiriez vos forces du Liban, que vous cessiez toutes vos menaces contre l'Iran et que vous me laissiez calmer la situation. Parce que si les républicains ne survivent pas à l'élection et que les démocrates arrivent au pouvoir, vous savez, le Parti démocrate est de plus en plus anti-israélien. Et est-ce que vous voulez ce genre de parti à ma place? Alors, il pourrait obtenir la coopération de Netanyahou pour calmer les choses, arrêter les opérations israéliennes au Liban et trouver une sorte d'entente avec les Houthis. C'est peut-être ce qu'il va essayer de faire. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ont cette réunion. Parce que sans la coopération d'Israël, il risque d'être un président incapable d'agir, puisque ses adversaires contrôleront le Congrès. Et nous avons déjà vu que les démocrates n'hésitent pas à utiliser le droit comme une arme. Donc, vous savez, on verrait des procédures de destitution, toutes sortes d'accusations, de démarches, d'inculpations. Toute l'administration Trump serait en plein chaos. Les présidents démocrates des commissions feraient venir Hegseth et Rubio, les soumettraient à un interrogatoire serré et leur créeraient toutes sortes de difficultés. Ce serait le désordre. Donc, je pense que Trump essaiera de convaincre Netanyahou qu'il doit aider Trump à sortir de cette situation. Sinon, ça tournera mal pour eux deux. Voilà donc ma spéculation à ce stade, sur la base de ce que nous savons pour l'instant. Et bien sûr, les choses pourraient être différentes la semaine prochaine. Paul, vous savez, l'une des options a été évoquée à plusieurs reprises par des généraux sur Fox News et CNN. Ils parlent d'une invasion terrestre de l'Iran. Et récemment, il semble que Wesley Clark, le général Wesley Clark, qui faisait partie de ceux qui défendaient cette invasion terrestre, ait dit « Non, l'invasion terrestre ne va pas marcher. Faisons autre chose. Ce sera un blocus total de l'Iran. Il couvrira tout l'Iran à 100%, du nord au sud, de l'est à l'ouest. » Et comment peut-on défendre une telle idée, Paul, quand il s'agit d'un immense pays, de la taille de la partie occidentale de l'Europe? Comment ces gens peuvent-ils prétendre que c'est possible? Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être simplement qu'ils sont pleins d'arrogance et qu'ils pensent que les États-Unis sont une superpuissance qu'ils ne sont pas. Ils ne peuvent absolument pas mettre en place un tel blocus. Cela exigerait toutes sortes de coopération. Quel intérêt les Chinois auraient-ils à coopérer, par exemple? Je pense que Poutine ferait n'importe quoi pour faire plaisir à Trump. Mais savoir si le gouvernement russe le ferait, c'est autre chose. Et Poutine doit aussi faire face à des élections à l'automne. Les gens en ont déjà assez de Poutine. Le fait que la Russie subisse autant d'attaques depuis le territoire ukrainien, avec des missiles allemands ciblés par les Américains. Il y en a eu une autre ce matin, je crois, où les Iraniens ont frappé une station balnéaire et tué beaucoup de gens dans une piscine. Les Ukrainiens frappent? Oui. Enfin,
En réalité, ce sont les Allemands, les Américains et les Britanniques qui mènent la guerre. Conducting the war. Uh, so uh, what Putin's stupidity has done is bring the war home to Russia. Ce que la stupidité de Poutine a fait, c'est ramener la guerre en Russie. It's all over Russia. La guerre n'est plus dans le Donbass. Elle est partout en Russie, dans la Russie intérieure. Donc, je ne sais pas si le type de coopération qu'exigerait un tel blocus est possible. Je ne le pense pas. Et bien sûr, je suis d'accord, une invasion terrestre serait désastreuse. Ce serait un peu comme la baie des cochons. Ça ne mènerait nulle part. Je ne sais même pas comment les troupes pourraient s'approcher, ni même comment elles pourraient être débarquées sur le sol iranien. Donc je pense que l'option militaire est pour l'instant fermée. Avec le temps, les Américains ont le temps d'essayer de trouver un moyen de bloquer les missiles iraniens ou de porter des coups dont l'Iran ne pourrait pas se remettre aussi vite afin de pouvoir progressivement accumuler les destructions à l'intérieur du pays. So that they can aggressively build up destruction within the country. This is why I've always thought that the longer the C'est pourquoi j'ai toujours pensé que plus ces représailles réciproques durent, plus les chances iraniennes se dégradent. Car pour l'instant, ils ont l'avantage. Et si cela s'installe dans la durée, avec des phases de reprise, d'arrêt, puis de reprise et d'arrêt, cela donne aux Américains beaucoup de temps pour trouver un moyen de neutraliser l'avantage dont disposent les Iraniens. negate C'est pour cela que j'ai pensé que les Iraniens commettaient une erreur en n'ayant pas un plan de guerre conçu pour détruire leurs ennemis et le poursuivre. Peut-être qu'ils y seront contraints. Je n'en sais rien. Mais pour le moment, les Iraniens sont probablement à l'aise. Ils ont appris qu'ils pouvaient se remettre rapidement des attaques américaines. Les Américains ont décidé que ces attaques n'étaient pas productives. Et les Iraniens ont démontré que les dégâts qu'ils infligent aux Américains ne se réparent pas facilement. the damage they do to the Americans is not easily recovered. It takes a long time to replace those. Il faut beaucoup de temps pour remplacer ces radars et tous ces équipements d'alerte sophistiqués, ainsi que tout ce qui va avec. Ce n'est pas quelque chose que les Américains peuvent faire du jour au lendemain. Donc, la guerre n'a pas marché pour les Américains. Elle n'a pas vraiment marché pour Israël non plus, mais au moins, eux n'en payent pas le prix. Les Iraniens disent donc, eh bien, s'il n'y a plus de pétrole, si nous avons bloqué le détroit et que les Houthis bloquent la mer Rouge, le pipeline saoudien, le monde va commencer à ressentir le coût de la baisse de l'approvisionnement en pétrole. Et ça va faire mal. Et ce sera le cas. Par le passé, j'ai dit que je pensais que cela ne ferait pas beaucoup de mal aux Américains, parce que, soi-disant, nous sommes autosuffisants et que les marchés pétroliers seraient segmentés. Ainsi, les pays qui avaient du pétrole pourraient être protégés, et ceux qui n'en avaient pas seraient dans une situation désastreuse. Shielded and the ones that didn't would be in a mess. A colleague of Mais mine, un collègue, Gary Haven, m'a fait remarquer que nous ne sommes pas tout à fait autosuffisants. we're not quite Et en plus, over nous avons 4 millions de barils de pétrole que nous ne pouvons pas raffiner. Nos raffineries ne sont pas équipées pour cela, donc nous les exportons. our refineries are C'est donc une autre entaille dans notre capacité à être autosuffisant. to be self-sufficient. Et la réserve de pétrole, dont je pensais qu'elle n'avait plus d'importance si l'on était autosuffisant, est en train de diminuer. Il n'en reste pas beaucoup, donc nous serions touchés. Mais malgré tout, nous couvririons une grande partie de nos besoins. L'impact sur les États-Unis ne serait donc pas le même que sur d'autres pays. Et bien sûr, nous avons maintenant le pétrole vénézuélien. Nous avons volé leur pétrole et nous sommes capables de raffiner le pétrole vénézuélien très lourd. To refine the very heavy Venezuelan oil. So, Donc, mon opinion selon laquelle les États-Unis ne seraient pas touchés par cela, si Gary a raison dans ce qu'il me dit, et je pense que c'est le cas, nous en ressentirons les effets. Et comme vous l'avez dit au début de cette émission, les Américains ont déjà du mal à s'en sortir. Cela dure depuis des années. En réalité, les revenus des Américains n'ont pas connu de véritable croissance depuis longtemps. Et la raison, c'est une combinaison de facteurs.
Au départ, vous savez, Wall Street a poussé les industriels américains à délocaliser leur production en Chine parce que les coûts de main-d'œuvre y étaient moins élevés et que les profits augmentaient. Et les sociétés de Wall Street disaient aux industriels américains, si vous ne déplacez pas en Chine votre production destinée au marché américain, nous allons financer des rachats de vos entreprises et nous la déplacerons en Chine. Et puis tout à coup, cette classe ouvrière assez nombreuse qui avait accédé à la classe moyenne grâce au salaire de l'industrie manufacturière, la classe ouvrière était devenue une classe moyenne, a tout simplement disparu. Et les revenus de toutes ces personnes ont chuté de façon spectaculaire. Vous passez d'un emploi dans l'industrie manufacturière où votre productivité est assez élevée et où vous touchez donc un salaire assez élevé à un emploi où vous remplissez les rayons de grande surface. Et votre revenu est divisé par 2, voire davantage. C'est donc une des choses qui les a frappés. Eh bien, quand vous rayez une grande partie de votre classe moyenne et que vous supprimez aussi l'assiette fiscale de l'industrie manufacturière, les villes et les États sont touchés parce que leurs recettes fiscales disparaissent. La population n'avait plus les mêmes revenus. Vous savez, les revenus dans l'industrie manufacturière sont bien plus élevés que ceux d'un emploi chez Walmart. Manufacturing income's a lot higher than working at Walmart. Les États ne pouvaient donc plus maintenir les mêmes systèmes de soutien, notamment pour les salaires des policiers, des enseignants et tout le reste. Tout cela a affaibli la capacité de la population à faire face à la hausse des prix. Puis, il y a eu les absurdités liées au Covid, les autres absurdités liées au Covid quand ils ont tout fermé. Évidemment, cela a été dévastateur pour les revenus des gens. Ça a détruit beaucoup de petites entreprises. Et maintenant, nous avons tous ces licenciements et ces renvois dus à l'intelligence artificielle. Même les entreprises technologiques licencient leurs ingénieurs et utilisent l'IA. Cela laisse une population en grande difficulté. Et la manière dont les États-Unis se sont développés, Nima, c'est que le pays est très étalé, partout. Il dépend de transports bon marché. Les gens ont des trajets domicile-travail énormes, juste pour aller travailler, y aller et en revenir. Et maintenant, partout dans le pays, on construit ces centres de données. Eh bien, ces centres de données consomment énormément d'électricité. Ils ont commencé à construire tous ces centres de données avant de moderniser le réseau électrique. Résultat, il n'y a pas assez d'énergie pour ces centres. Elle est donc détournée des consommateurs et les prix augmentent. Et cela s'ajoute à la pénurie croissante d'approvisionnement en carburant. C'est donc une situation très difficile et délicate pour le gouvernement américain. Si certaines de ces projections sont justes, le prix de l'essence aux États-Unis va doubler. Les gens paieront $100 pour faire le plein et pouvoir aller travailler puis rentrer chez eux. Eh bien, ils ne pourront plus payer leurs autres factures. Ils n'auront plus aucun revenu disponible. C'est donc une situation dangereuse. Je ne sais pas quelle part de l'électricité américaine est produite à partir du pétrole. Je n'en ai aucune idée. Mais si cette part est importante et que l'approvisionnement est affecté, ce sera tout simplement un désastre. Il y aura des coupures de courant partout et ces centres de données tomberont en panne ou les entreprises d'IA qui reposent sur eux échoueront. Et alors, le marché boursier s'effondrera parce que ce qui maintient le marché boursier à flot, c'est toute cette histoire d'IA. Donc si elle connaît des difficultés financières, vous aurez un effondrement de la valeur des actions. Donc, la possibilité que les choses tournent vraiment très mal existe. Cette possibilité existe. Et bien sûr, cela balayerait quiconque est au pouvoir. Ça va être... Maintenant, si tout cela est clair pour Trump, je ne sais pas à quel point son équipe se sent capable de lui parler franchement.
I just don't know if they're willing to do that. Je ne sais tout simplement pas s'ils sont disposés à le faire, ni même s'ils savent eux-mêmes quoi faire. Je veux dire, cette équipe n'est pas connue pour son brillant intellect. Ce ne sont pas des gens très expérimentés, avec toutes sortes de réalisations à leur actif. La qualité du gouvernement américain se dégrade depuis Clinton, et les capacités qu'il avait autrefois ne sont tout simplement plus là. Ces personnes ne sont plus là. Je ne sais pas où elles sont. Peut-être qu'elles n'existent même plus. Alors, quand vous faites face au type de défi potentiel que j'essaie de décrire, s'il se concrétise et que vous n'avez pas les personnes capables de le gérer, eh bien vous êtes dans une sacrée situation. Et donc, si les Iraniens raisonnent dans ce sens, ils peuvent se sentir rassurés. Eh bien, vous avez évoqué le cas de la Russie. Il semble que la Russie mette en place un blocus très important d'Odessa. Odessa a été si importante jusqu'ici pendant la guerre, mais il y a enfin un blocus total d'Odessa. L'une des conséquences de ce blocus a été l'attaque récente contre un navire iranien, un cargo reliant la Russie à l'Iran. Il a été attaqué et l'un des marins a été tué. Et l'Iran a dit qu'il allait répondre. Je ne sais pas s'ils vont répondre de sitôt, parce que la Russie est tout simplement en train de détruire chaque partie de l'Ukraine avec ses attaques ces derniers jours. Mais ce blocus est tellement important, Paul. Comment voyez-vous son effet sur l'Ukraine au fil du temps? Parce que s'il n'y a plus de connexion avec la mer Noire, c'est un énorme problème pour l'Ukraine. En gros, cela isole l'Ukraine. Avec le temps, elle va devenir un État défaillant. Eh bien, les Russes auraient dû bloquer Odessa il y a 4 ans et demi. Mais il existe d'autres points d'entrée. Ils peuvent passer par la Pologne, par l'ouest de l'Ukraine. Ils ne peuvent donc pas recevoir de cargaison par bateau, mais ils peuvent toujours faire acheminer des choses par train, par camion. Ce n'est donc pas un blocus complet du pays. D'une manière ou d'une autre, les drones fabriqués en Allemagne arrivent en Ukraine. Le blocus russe ne les a pas touchés. Et ce sont ces drones qui causent des problèmes à Poutine. Il refuse de reconnaître que la guerre a été ramenée en Russie. Il qualifie de destruction les raffineries de pétrole russes, les dépôts de carburant, les résidences de particuliers, les piscines, les écoles. Il qualifie ces actes de terrorisme. Ce n'est pas la guerre. Et les attaques contre la flotte russe de transport de marchandises, contre les cargos, il les qualifie de piraterie. Il fait donc comme s'il n'y avait pas de guerre, sauf sur le champ de bataille du Donbass. Mais la guerre a quitté cette région depuis longtemps. Elle est dans les drones qui frappent partout en Russie, qui ferment des aéroports, provoquent des pénuries de carburant, un rationnement de l'essence et poussent les touristes à fuir la Crimée. La guerre est partout en Russie. Elle n'est plus dans le Donbass. Mais selon Poutine, la seule guerre est dans le Donbass. Tout le reste, c'est de la piraterie ou du terrorisme. C'est une forme d'irréalisme difficile à comprendre. Il ne peut pas accepter la réalité. Donc je n'ai aucune confiance dans la capacité de la Russie à mettre fin à cette guerre par des moyens militaires. À ce stade, ils l'ont laissé prendre trop d'ampleur. Maintenant, pour y mettre fin, ils devraient attaquer les usines en Allemagne qui fabriquent les missiles, par exemple. Et il y a énormément d'autres choses qui devraient attaquer en Europe. Ils ne vont pas le faire. Donc cette guerre va rester là. Et je pense qu'elle va continuer à s'étendre. Elle finira là où je craignais dès le début qu'elle ne finisse, dans une guerre nucléaire. Parce que les Russes seront acculés, et ce sera tout ce qu'il leur restera à faire. Et c'est la même raison pour laquelle je m'inquiète de la guerre au Moyen-Orient, parce qu'elle semble devoir devenir permanente. Pas continue, mais par à-coups. Et elle va sans cesse s'étendre. Et finalement, vous savez, il y a beaucoup de puissances nucléaires dans cette région. Il n'y a pas seulement les Américains et les Israéliens, les Pakistanais, les Russes, les Chinois.
what happens in the Middle East is very important to Ce qui se passe au Moyen-Orient est très important pour les Russes et les Chinois. Et ils ne s'en rendent peut-être pas encore compte, mais c'est extrêmement important pour eux. L'Iran constitue un État tampon pour eux deux. Donc un changement majeur à l'intérieur de l'Iran serait très mauvais pour la sécurité des États russes et chinois. Quand les choses deviennent incontrôlables, on se rend compte de l'erreur qu'on a faite en tolérant cela aussi longtemps. Mais à ce stade-là, que peut-on y faire? Cela échappe à votre contrôle, sauf par le nucléaire. Et ça anéantit tout. That sort of wipes out everything. And so these are the reasons that Voilà pourquoi je parle ainsi. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important que les Russes et les Iraniens ne tolèrent pas ces situations qui perdurent, parce qu'elles finiront par échapper à tout contrôle. Il vaudrait bien mieux infliger des défaites aux Américains que de laisser cela déboucher sur une guerre nucléaire. C'est pour ces raisons que je l'analyse ainsi. Et je reste préoccupé, parce que lorsqu'on permet, vous voyez, il aurait dû être clair pour Poutine, en 2014, qu'il s'agissait d'une manœuvre contre la Russie. Lorsque les États-Unis ont renversé le gouvernement en Ukraine, cela aurait dû être clair. Il n'aurait pas dû le permettre. Et ensuite, il enchaîne avec 8 années des accords de Minsk. And then he follows it up with 8 years of the Minsk agreement. And we now know, it was obvious at the time, but Et nous savons maintenant, c'était évident à l'époque, mais c'est désormais confirmé par l'ancienne chancelière allemande Merkel et par l'ancien président français Sarkozy, que l'Occident a utilisé les accords de Minsk pour tromper Poutine. C'était leur ruse. Tromper Poutine pendant que les Américains constituaient une grande armée ukrainienne. Et le but de l'armée ukrainienne était d'entrer dans les 2 républiques séparatistes du Donbass et de les reconquérir. Et c'est ce que Poutine ne pouvait pas tolérer, parce que le Donbass est russe. Il l'a toujours été. Et il ne peut pas rester là à regarder des Russes du Donbass se faire massacrer. Donc, il était clair de voir où tout cela menait, et Poutine ne pouvait pas le voir. Il lui a fallu de 2014 à 2022 pour comprendre ce qui se passait. it took him from 2014 to 2022 to see what was happening. And he rushed around, he and Lavrov. Et il s'est démené, lui et Lavrov, pour tenter d'obtenir un accord de sécurité mutuelle. Et les Américains lui ont dit d'aller se faire voir. L'Union européenne lui a dit d'aller se faire voir, et l'OTAN lui a dit d'aller se faire voir. Et au moment même où l'Ukraine s'apprêtait à lancer l'invasion des 2 républiques séparatistes indépendantes, Poutine a dû agir. Il n'était pas préparé. Il n'avait rassemblé aucune force. Il n'avait rien fait pour renforcer l'armée russe. Il comptait sur le groupe Wagner, in privé. Et depuis, il n'a pas affronté la réalité. Il n'appelle même pas ça une guerre. C'est une opération militaire spéciale et elle se déroule dans le Donbass, sur le front du Donbass. C'est la seule guerre. Et donc, de plus en plus, partout en Russie, il y a des explosions. Et c'est du terrorisme. La Russie, grand producteur de pétrole, rationne l'essence. Des civils sont tués. Et les gens ne peuvent même pas partir en vacances à la piscine sans qu'un drone atterrisse au milieu d'eux. Voilà à quoi mène le fait de ne pas comprendre une situation, de ne pas la traiter franchement. Et c'est ce que je crains de voir se produire au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les Iraniens ne feraient rien en ce moment, parce que les Américains ne peuvent pas leur faire de mal, et qu'Israël ne s'impliquera pas, parce qu'ils en ont appris le prix. Et les missiles arrivent, et c'est très difficile pour les sionistes. Vous voyez, si les sionistes l'ont emporté si facilement en Israël, c'est parce que cela n'avait aucun coût pour Israël. Il n'y en a jamais eu. Le premier coup, c'est le conflit récent, quand les missiles iraniens ont pénétré le dôme de fer et ont commencé à faire exploser des choses à Tel Aviv.
C'est la première fois que les Israéliens ont subi le coup de leur agressivité, qui dure depuis 1947. L'agressivité israélienne au Moyen-Orient, parce que les Israéliens n'ont pas payé le prix du renversement de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. Ce sont les Américains qui l'ont payé. Et personne n'a jamais arrêté l'absorption de la Palestine par Israël. Et maintenant, ils essayent de faire la même chose au Liban. Et Trump essayait de les aider. And Trump was trying to help them. You know, he put pressure on the government. Vous savez, il a mis la pression sur le gouvernement libanais pour qu'il essaye de désarmer le Hezbollah. Bien sûr, ils ne peuvent pas faire ça. Mais ça montre que rien ne retombe jamais sur Israël. C'est la même chose avec le conflit russo-ukrainien. Ce n'est pas que la Russie est en guerre contre l'Ukraine, elle est en guerre contre les États-Unis et l'Europe. Mais elle ne combat pas les États-Unis et l'Europe, elle combat le proxy ukrainien. Eh bien, maintenant, l'Iran se retrouve dans la même situation. Il ne combat pas son ennemi, qui est Israël. Il combat le proxy de son ennemi. Vous voyez donc que c'est une situation parallèle. Et cela pourrait évoluer au Moyen-Orient de la même manière que cela s'est passé avec les Ukrainiens. Le problème, c'est que le proxy est prêt à tout sacrifier, pratiquement tout pour Israël. Oui. Oui. Oui, c'est bien le cas. Vous savez, comme je crois l'avoir déjà souligné, un nouveau type de démocrate est en train d'émerger. Ils sont idéologiquement à gauche, très à gauche, et ils détestent les deux partis. Ils détestent les démocrates, parce qu'ils voient les démocrates comme faisant simplement partie du problème, comme faisant partie de l'élite. Et ce sont ces démocrates-là qui remportent les primaires pour se présenter à la Chambre des représentants et au Sénat. On en voit un avec le maire de New York qui dit vouloir arrêter Netanyahou. Et il faut se souvenir que ce type à New York est sorti de nulle part. Il a battu Cuomo, l'ancien gouverneur de l'État. Donc, il y a cette dynamique qui se développe. Récemment, il y a eu un vote qui était censé aller entièrement en faveur d'Israël, et 100 démocrates ont voté contre Israël. Même l'élite du système démocrate corrompu voit les signes avant-coureurs et commence au moins parfois à voter avec cette gauche montante. On pourrait donc se retrouver avec deux partis, les républicains, qui sont pour Israël, et les démocrates, qui sont contre Israël. Eh bien, ça commencerait à défaire cette relation. Vous savez, Nima, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et je parle de tout ce qui pourrait frapper, mais surgir soudainement et avoir un impact majeur. Tout serait alors changé. Donc même mes avertissements à l'Iran sur le fait de s'enliser dans un combat contre un supplétif plutôt que contre son ennemi pourraient être fondamentalement remis en cause si les démocrates remportent les élections de mi-mandat cet automne, dans quelques mois, et que les grands vainqueurs sont ces nouveaux représentants de la gauche montante. The major victors are the new rising left-wingers. And of course, they are aligned. Et bien sûr, ils sont alignés avec les envahisseurs immigrés, dont beaucoup sont musulmans, contre tous les Américains. Ils sont alignés avec les envahisseurs immigrés. Donc, ils ne font pas partie du peuple américain, longtemps conditionné à croire que tous les musulmans sont des terroristes et nos ennemis. Ce sont donc autant de changements possibles qui pourraient vraiment bouleverser la situation et produire quelque chose de différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Et il n'y a aucun moyen de le savoir. Mais je crois que je penserai toujours que, face à une situation grave, il faut s'en occuper tout de suite. Sinon, elle devient incontrôlable. Et mon exemple le plus parfait, le plus clair, c'est Poutine. Il aurait pu empêcher le renversement du gouvernement ukrainien par les Américains, mais il ne l'a pas fait. Il lui aurait suffi d'envoyer quelques troupes russes. Il n'a rien fait. Et donc tout cela est la conséquence d'un mauvais jugement.
Et il semble que l'Iran ait été mieux préparé à ce qui allait lui tomber dessus, parce que la capacité des Iraniens à résister aux attaques américano-israéliennes montre qu'ils avaient anticipé et pris des dispositions. Et ils ont réussi. Et la question que je ne cesse de soulever, c'est que s'ils se reposent sur leur laurier, tôt ou tard, les Américains trouveront un moyen de les contourner et ils auront perdu leur avantage. Donc, à moins que certaines de toutes ces autres choses que je viens de passer en revue ne changent la donne. Et donc ceci, So, this, Oui, c'est des compliqué, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. well, thank you, Nima. I eh bien, appreciate merci Nima. all of this and, J'apprécie tout ça et ça me fait réfléchir, vous savez. Vos questions m'obligent à réfléchir et souvent, rien qu'en vous répondant, de nouvelles idées me viennent. with new C'est thoughts, formidable. answering it. J'apprécie beaucoup. Envoyez-moi l'URL dès que ce sera en ligne, s'il vous plaît. As soon as it's up, would you please? Bien sûr, bien sûr. D'accord. So long À bientôt. Très bien. Au revoir pour l'instant. for now. Au revoir.